Ah bah oui, il n'y avait pas vraiment besoin de te convaincre qu'il te fallait atteindre ton indépendance financière. Mais avec l'épisode précédent, au moins, on a pu voir que des questions doivent se poser autour de ce concept et qu'il implique plusieurs variables. Il va maintenant s'agir de déterminer quels sont tes objectifs et voir différents scénarios dans lesquels tu pourrais t'inclure. Comme toujours, l'objectif c'est que tu repartes de chaque vidéo en ayant appris des choses et en ayant toujours plus d'outils. Non seulement pour tracer ta route vers l'indépendance financière, mais aussi pour gagner de la connaissance et pas rester à la surface des choses. Dans l'épisode de la semaine prochaine, on va aborder différents scénarios, les variables à considérer afin de te permettre de construire ta propre histoire. Mais pour cela, dans cet épisode aujourd'hui, il faut qu'on voit un principe que tu entends peut-être sur les réseaux sociaux sans qu'on te l'explique tout à fait. Donc c'est la règle des 4%. Si on n'a jamais entendu parler, tu vas en apprendre beaucoup. Et si tu connais déjà, il y aura forcément à la fin de cette vidéo des choses que tu vas découvrir et qui permettra de démystifier différents concepts. Bon allez, c'est parti. Ok, let's go. Si tu t'es intéressé à l'indépendance financière ces dernières années, tu as peut-être croisé le terme de FIRE, F-I-R-E. Ça veut dire Financial Independence Retire Early. Indépendance financière, retraite anticipée. C'est un mouvement populaire né aux États-Unis dans les années 90. Des gens qui optimisaient chaque centime de leur budget pour atteindre la liberté financière le plus tôt possible, avec des taux d'épargne à 50, 60, voire 70%. Des retraites à 35 ans. Aujourd'hui, c'est devenu un mot un peu généraliste, et il n'a pas grand intérêt. Mais je le cite comme ça, tu pourras faire le cacou en soirée. Et oui, c'est une expression de vieux, et je tente. Au-delà de ce mouvement qui peut prendre différentes formes, il y a le sujet de la règle des 4%. Ok, mais avant de t'expliquer la règle, quelle est son utilité? Le principe de l'indépendance financière, c'est comme on dit, l'argent doit travailler pour toi et pas l'inverse. En fait, être indépendant financièrement, ça veut dire que le capital que tu as accumulé, sans que tu aies à faire d'efforts supplémentaires, mais en continuant de le faire travailler, te permet d'avoir un certain train de vie. Donc tu comprends qu'il va falloir qu'on détermine 1. C'est quoi ce train de vie que tu veux avoir? Et ça, ce sera l'objet du prochain épisode. Et 2, il va falloir déterminer de combien est ce capital pour permettre cette mécanique d'auto-abondement. Et c'est là que la règle des 4% a un intérêt, car elle permet d'établir ce calcul. Donc l'idée c'est, je veux prendre tous les mois une certaine somme dans mon capital, prendre en compte les différentes variables, et pour autant que mon capital ne baisse pas sur le long terme, voire même progresse. Alors voyons de plus près cette règle des 4%. D'où ça vient? Est-ce que ça correspond à la réalité d'aujourd'hui et du contexte français? Eh bien, la règle des 4%, elle est née d'une étude américaine en 1994 et qui s'est attachée à étudier quel était le taux de retrait maximum qui permette à un portefeuille de survivre dans les scénarios les plus défavorables de l'histoire des marchés. Cette étude, elle a testé tous les marchés depuis 1926, les crises, les cracks, les guerres, la Grande Dépression. Et en 1998, une équipe de l'université Trinity a étendu ce travail, d'où le nom retenu, étude Trinity. Résultat, avec un taux de retrait de 4% par an, un portefeuille a survécu 30 ans dans 95% des scénarios historiques. Et dans la majorité des scénarios, le capital final était supérieur à celui de départ. Donc la 31e année, dans la plupart des cas, tu as plus qu'au départ, pas zéro. Alors la question que tu peux te poser, c'est pourquoi pas 6, 7%, voire plus, compte tenu du simple fait que le rendement historique du SP500, par exemple, est de 10%. C'est parce que ce chiffre prend en compte plusieurs variables qu'on va analyser, mais aussi parce qu'il part d'une hypothèse conservatrice. C'est-à-dire que le SP500 dans les faits, c'est des années moins 20% et la suivante plus 30%. Et que donc il faut que le modèle, tout en permettant de prendre tous les mois ta petite somme, continue d'être solide dans les années difficiles. Mais voyons les variables ou les présupposés de l'étude Trinity. Elle part d'abord sur un portefeuille 60-40. Ça encore, c'est un terme que tu as peut-être déjà entendu. C'est 60% d'actions, 40% d'obligations souveraines. Ce type de portefeuille s'appuie sur un mécanisme protectionniste. Quand les actions chutent, les obligations montent, et inversement. Alors on va pas se lancer ici dans l'explication du mécanisme, un épisode entier sera nécessaire. Ce qui est important ici, c'est de dire que ça ne marche plus, le 60-40. Depuis la séquence de 2022, on s'est rendu compte que quand les actions baissent, les obligations aussi. La raison, les notations des États qui s'effondrent. Un endettement désormais systémique, et la possibilité que les États fassent défaut. Parce que c'est notre projet! Donc le 60-40, dans son principe de coussin de protection, c'est de la merde. Non, peut-être pas, mais il faut que la contrepartie action soit du cash, de l'or, de l'immobilier. La crypto se situe dans une catégorie coussin, mais c'est un autre sujet. Ensuite, au chapitre des variables, il y a l'inflation. L'étude se base sur une inflation moyenne américaine de 3%. En France, pour le moment,
elle est entre 1,5 et 2%. Mais vu la paralysie de nos politiques, on ne peut de toute façon rien prédire. Mais donc, quand on a établi que 4% c'est un certain montant, les années suivantes, on n'applique pas bêtement 4% à nouveau de son capital. On prend le même montant que la première année, on prend encore le taux de l'inflation appliqué à ce montant. Donc si en année 0, on prend 2000 € par mois, c'est notre base, et si l'année suivante, l'inflation est de 1,5%, alors on prendra 2030 €. Un rapide aparté, tu sais déjà sans doute, mais au cas où. L'inflation, c'est ce qui fait qu'en 2024, quand tu achètes un produit 10 €, en 2025, il coûte désormais 10,15 €. Donc avec le même argent, tu achètes moins de choses. On dit souvent que l'inflation, c'est les produits qui deviennent plus chers, alors qu'en fait, c'est ton argent qui vaut moins. Bon, fin de la parenthèse. D'autres variables entrent en ligne de compte. Si tu pars sur un ETF SP500, il y a le taux de conversion euro en dollars qui entre en ligne de compte. Puis l'étude se base sur la fiscalité américaine. En France, il y a la flat tax de 30% sur les plus-values qui va venir grignoter l'argent qui te reste en poche. Et puis ta plus-value est pas la même si tu commences à économiser à 20 ans, pendant 29 ans, à 50 € par mois, ou à 45 ans à raison de 2000 € par mois pendant 3 ans et demi. Les deux solutions te permettent de mettre 100 000 € de côté, mais le premier a produit 84 000 € de plus-value, taxable à 30%, l'autre moins de 16 000 € de plus-value taxable. Et c'est là qu'il y a une stratégie intéressante. Plutôt que d'investir un montant fixe toute ta vie, il vaut mieux commencer petit, 50, 100 €, et augmenter progressivement la mise au fil des années, à mesure que ton salaire évolue. D'abord parce que c'est réaliste, mais aussi parce qu'en chargeant davantage sur les dernières années, tu réduis mécaniquement la proportion de plus-value dans ton capital au moment où tu commences à en vivre. Et donc la pression fiscale, et tu atteins plus vite ton objectif d'indépendance. Donc ce placement progressif sera à déterminer dans ton scénario. Enfin, en retirant la variable 60-40 très conservatrice, les scientifiques de l'étude ont eux-mêmes révisé leurs projections sur la base d'un portefeuille 100% actions, et les estimations sont bien plus élevées. C'est pour toutes ces raisons que dans un épisode précédent, Mika table sur 5%, c'est pas déconnant. Après, tu as bien compris qu'il y a des tas de variables et qu'il est bien difficile d'avoir un chiffre définitif. De mon côté, je prends le parti des 5% et ce sera ma base sur cette chaîne. Tu es libre de prendre le chiffre que tu veux. Bon voilà, c'était un épisode dense, mais franchement, tu dois faire partie des quelques-uns qui comprennent maintenant de quoi on parle. Et puis on est sur le sujet de prévoir son avenir, sur le très long terme, donc c'est quand même mieux de comprendre. Donc avec ma règle des 5%, on peut prendre un exemple concret. Je veux 2000 € par mois. C'est ce qu'il me faut compte tenu de où je vis, de ce que je veux pouvoir faire. 2000 € par mois, ça fait 24 000 € par an. Ah oui, parce que le taux de ton rendement sur ton capital, il se définit par an. Et donc tu regardes ce dont tu as besoin par an. Donc c'est 5% de quoi ces 24 000 €? Eh bien de 480 000 €. Donc tu vois, les choses sont tout de suite plus concrètes, puisque maintenant tu vas pouvoir non seulement connaître ton objectif, et aussi te poser la question de la méthode pour l'atteindre. Encore une fois, dépendante de différents facteurs. Et donc c'est ce qu'on va s'attacher à étudier la semaine prochaine. Bon, si tu as tenu le coup sur cette vidéo, c'est vraiment super. Reprends-la s'il le faut. Il te faut comprendre le concept pour pouvoir mieux jouer sur les variables ensuite. Mais quoi qu'il en soit, félicitations. Encore une fois, merci d'être là pour m'aider à développer cette chaîne. Comme d'hab, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Seuls 15% des viewers sont abonnés. Clique sur la cloche, un j'aime, un commentaire, et je te retrouve très bientôt. Et d'ici là, tiens bien raide, pas molly.